Il fut administrateur colonial, député, ministre de l'Intérieur de la République de Haute-Volta, mentor et conseiller du futur président de la République de Haute-Volta, Maurice Yamégo. C'est un Français qui a marqué l'histoire du continent africain, un personnage méconnu qui a été important dans les années post-indépendance et pré-indépendance de la Haute-Volta et pas que. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du capitaine Michel d'Orange. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs personnalités politiques de Haute-Volta, notamment aujourd'hui Burkina Faso. Et cette vidéo n'a pas pour but de heurter ou de discréditer ces personnes-là, ces hommes politiques-là, ni leur famille, ni leurs proches. C'est vraiment, il faut mettre mes propos en perspective, son but éducatif, c'est pour revenir sur l'histoire d'un Français au parcours controversé dans le Burkina Faso actuel et aucunement pour discréditer, pour blesser. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, l'espace commentaire est disponible pour cela, pour qu'on puisse discuter en toute courtoisie, en toute politesse dans l'espace commentaire. Donc sur ce, c'est parti pour la vidéo sur Michel d'Orange. Le capitaine Michel d'Orange est né en France en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Il est né dans une famille bourgeoise et a eu une enfance classique de bourgeois en France. Il fera ses classes à Saint-Cyr, contrairement à de nombreux autres petits bourgeois qui souvent reprenaient l'affaire familiale. Son père était avocat notamment. Lui décidera de faire le métier des arts. Il décidera de partir à Saint-Cyr pour y étudier. Et on l'analysera comme on veut, mais il sortira en 1939 de l'école de Saint-Cyr. Et vous savez bien que 1939, c'est une année particulière dans l'histoire mondiale. C'est l'année du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc rapidement, le jeune Michel d'Orange est propulsé sur le théâtre des opérations à la tête d'un régiment de tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, ces indigènes qui se battaient, originaires d'Afrique notamment, qui se battaient pour la France. Et ce régiment-là, il se trouvait qu'il était à majorité composé de soldats voltaïques. Donc la Haute-Volta, c'est aujourd'hui l'actuel Burkina Faso. Il se composait à majorité de soldats voltaïques qui étaient venus en Europe pour se battre, qui avaient été mobilisés. Donc le capitaine Michel d'Orange vit avec ces voltaïques-là au quotidien. Il se bat avec eux. Et un jour, il est gravement blessé au front. Il est gravement blessé au front et il est abandonné par ses camarades, sauf un seul, un voltaïque, qui décide de braver les balles, de braver l'adversité, la dureté des combats, pour l'extirper et lui permettre de vivre tout simplement. Il lui sauve la vie à Michel d'Orange, capitaine Michel d'Orange. Et cela va profondément marquer le capitaine Michel d'Orange. Ça va tellement le marquer à tel point qu'à la fin de la guerre, il décide de s'installer en Haute-Volta. Et pas n'importe où. Il se met à la recherche effrénée, une recherche frénétique de son sauveur. Son sauveur, c'était un voltaïque qui s'appelait Sawadogo. Et ce voltaïque-là, du nom de Sawadogo, qu'il a sauvé, vivait dans le nord du Burkina Faso actuel. Il vivait pas loin de Waïgouya. C'est une grande ville dans le Burkina Faso actuel. Donc Michel d'Orange, après la guerre, décide de s'installer en Haute-Volta. Il va se rendre dans la région dans laquelle vivait ce Sawadogo-là, d'après en tout cas l'histoire, serait décédé peu après son arrivée en Haute-Volta. Peu après l'arrivée de Michel d'Orange en Haute-Volta. Arrivé en Haute-Volta, il constate donc effectivement le décès de son sauveur au front, mais il décide de faire une sorte de tournée, on va dire, dans le nord. Il essaie de s'enquérir des besoins des populations parce qu'il faut le dire, il était profondément marqué par le fait d'avoir été sauvé par un voltaïque au front qui a bravé les balles pour lui, qui lui a permis de vivre. Et il va se rendre compte que la majorité, en tout cas des gens qui sont battus pour la France dans son bataillon et pas que, ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les blessés de guerre, que les vétérans de guerre de la métropole. Des gens ont demandé à des personnes illettrées de remplir des documents pour bénéficier d'une pension. C'était juste immoral et illogique. Vous saviez quand vous les embauchiez que ces personnes-là ne comprenaient pas forcément la langue, ne savaient ni lire ni écrire. Mais une fois que la guerre terminait, vous leur demandez d'écrire pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Donc lui, partant de ce constat-là, il va dire en fait, faut que je fasse quelque chose. Donc il va se donner pour mission de défendre les intérêts des vétérans et de leurs familles, parce qu'il y avait plein de familles qui avaient perdu leurs enfants au front et qui pouvaient bénéficier d'accompagnement de la part de l'État français, notamment via le statut de pupille de la nation, par exemple pour les enfants dont les parents étaient morts au front. Et c'est des choses qu'il va systématiser. On va dire qu'il va se comporter comme un avocat. Il va être vraiment l'avocat des personnes qui n'avaient pas les moyens ni la capacité de porter ce combat-là auprès des institutions de la métropole pour obtenir justice, pour obtenir les droits qu'ils méritaient tout simplement, vu l'engagement de leurs enfants, de leurs fils, de leurs pères, et j'en passe. Donc Michel d'Orange va s'investir pour l'épanouissement des populations. Concomitamment à cela, il va remarquer aussi qu'il y avait des abus, non seulement de l'administration, mais aussi de ce qu'on va qualifier, entre guillemets, de système féodal moussi. Il constate qu'il y avait un vrai problème agraire dans le nord, mais aussi un problème terrien. C'est-à-dire qu'il y avait
avait des nobles qui possédaient énormément de terres. Il y avait un problème de redistribution des terres dans la Haute-Volta moderne qui est en train de se mettre en place. Donc ça aussi, c'est un plaidoyer qu'il va mettre en place pour obtenir justice, notamment pour les paysans, pour que ceux-ci puissent récupérer leurs terres qui étaient soit accaparées par la métropole coloniale, soit par des nobles, on va dire, pas honnêtes, véreux. Mais aussi, en tant que capitaine, en tant que vétéran, en tant que lettré, il va décider de s'investir dans la vie politique de son pays d'adoption, la Haute-Volta. Et pour cela, il va s'allier avec un prince Mossi qui s'appelle Gérard Kango. Et ce prince Mossi-là, Gérard Kango Ouedraogo, avec lui, ils vont créer le mouvement démocratique voltaïque, MDV. Donc ce prince Mossi-là faisait partie justement de la famille régnante du royaume du Yatenga qui se trouve aujourd'hui dans le nord du Burkina Faso actuel, qui existe toujours, avec un rôle symbolique bien sûr de ses chefs, mais qui existe toujours. Donc Michel d'Orange s'allie avec Gérard Kango Ouedraogo. On est toujours dans les années 40 quand ça se passe. Les années 40-50 on va dire, quand il s'allie. Il s'allie et il crée le mouvement démocratique voltaïque. J'étais parti dans des digressions, excusez-moi. Donc pour revenir à ce que je disais par rapport à Michel d'Orange qui se lance en politique en Haute-Volta, en s'alliant notamment à un prince Mossi du nom de Gérard Kango Ouedraogo qui était de la famille royale du Yatenga, un royaume qui se trouve dans le nord actuel du Burkina Faso, à Ouaïgouya, dont la capitale était Ouaïgouya et qui est une ville de l'actuel Burkina Faso. Donc, il crée le mouvement démocratique voltaïque et ce n'est pas tout. Il continue sa lutte pour la dignité humaine et pour la reconnaissance des droits des anciens combattants. Et aux élections de 1957, suite à la loi cadre Gaston Defferre de 1956, Michel d'Orange et son allié Gérard Kango Ouedraogo se présentent aux élections de 1957 et remportent 23% des suffrages. Ils arrivent deuxième de ce scrutin-là, il me semble, derrière le parti de Ouezin Coulibaly, qui sera élu dirigeant de la Haute-Volta pré-indépendante. Donc, Michel d'Orange, en 1957, c'est un Français qui a été tour à tour conseiller territorial, qui a été administrateur colonial, on va dire grosso modo, qui a été député de la République élue et ministre de l'Intérieur de Haute-Volta. Tout ça en une dizaine d'années, après son installation en 1945 en Haute-Volta. Donc, en 1957, on peut facilement dire que Michel d'Orange, le capitaine Michel d'Orange, est le plus voltaïque des Français. Et ce, sans prétention. Il s'est vraiment investi au sein de la société voltaïque. Il défendait les droits des opprimés, des paysans, et il a permis aussi de former une bonne partie de futurs cadres dirigeants du pays. Parce que justement, il va créer un centre pour accompagner des orphelins. Et au sein de son parti, le mouvement démocratique voltaïque, il y a un personnage très important pour la suite de l'histoire, qui deviendra le premier président élu de la République de Haute-Volta indépendante. C'est Maurice Yamuego. Maurice Yamuego est un jeune qui est incorporé au mouvement démocratique voltaïque de Michel d'Orange, qui est son mentor, qui est son conseiller quelque part, son phare en 1957. Mais il y aura un tournant. Il y aura un tournant, pourquoi? Parce que le destin de Michel d'Orange va être fortement influencé par la trajectoire de Maurice Yamuego, dont on reviendra plus tard sur l'histoire plus en détail dans une autre vidéo. Maurice Yamuego sera coopté dans un autre parti, dans le parti de Ouezin Coulibaly. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette période-là de l'histoire de Haute-Volta, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous avez sur ma chaîne de l'histoire de la Haute-Volta de 1919 à 1960. Mais passons. Donc, il est coopté dans le parti de Ouezin Coulibaly et ce Ouezin Coulibaly-là va décédera du moins en 1958 à Paris. Et quand l'indépendance est proclamée en 1960 de la Haute-Volta, c'est Maurice Yamuego qui est le président parce qu'il a succédé à Ouezin Coulibaly. Donc Michel d'Orange, qui était son conseiller et qui fut son mentor en quelque sorte, qui était à son apogée politique et social en Haute-Volta en 1957 parce qu'il avait un parti puissant avec son allié le prince Gérard Kango Ouedraogo. Ils avaient une forte présence législative, notamment dans le nord du Burkina Faso actuel, la Haute-Volta. Et grosso modo, en 1962, par un concours de circonstances, il est contraint de quitter la Haute-Volta. Donc pour revenir en détail sur cette partie-là, je vous invite à vous accrocher. Il y a un jeu d'acteurs en opposition entre 1957 et 1962 qui vont conduire justement au fait que Michel d'Orange, le capitaine Michel d'Orange, soit obligé de quitter rapidement la Haute-Volta. Il faut savoir que Michel d'Orange, sa pensée politique qu'on appelle le d'orangisme, on va dire qu'elle était constituée de 3 piliers. C'était la lutte contre les injustices et pour la dignité humaine. Donc, il défendait les paysans, les veuves, les orphelins des blessés de guerre et autres, notamment dans la région du Yatenga, qui est le nord du Burkina Faso actuel. De plus, il
il était aussi contre les injustices menées par l'administration coloniale. Donc, il n'a pas hésité à ester en justice à plusieurs reprises contre des administrateurs coloniaux qui abusaient de leur position, de leur puissance. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a été très investi dans la formation et l'éducation. Et donc, ces trois piliers-là, qu'on va qualifier de réformistes, pour ne pas dire révolutionnaires, parce que ce serait un bien grand mot par rapport à ces actes, allaient en totale opposition avec la conception politique d'un homme qui sera important dans l'entourage de Maurice Yamégo, qui est Michel Lajusse, qui était un de ses conseillers aussi spéciaux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la plupart des présidents d'Afrique francophone avaient énormément de conseillers français, parce que pas encore assez d'Africains qui avaient le niveau d'instruction et de formation suffisant, en tout cas pour ces dirigeants-là, pour les accompagner. Donc ce Michel Lajusse-là, lui, il était totalement en désaccord avec cette position de Michel d'Orange, qui est d'être anticlérical, qui est d'être pour la défense de la veuve et de l'orphelin, parce que lui, il était dans les calculs politiques, on va dire. Lui, ce qu'il voulait, c'était la stabilité de la Haute-Volta, Michel Lajusse, et que Maurice Yamégo soit un dirigeant fort et que son pouvoir soit stable. Et pour ça, il avait compris que Maurice Yamégo aurait besoin de l'appui des chefs traditionnels, qu'il aurait besoin aussi de l'appui de l'Église catholique, parce que Michel d'Orange, en plus d'être contre les abus des chefs traditionnels, était aussi un grand anticlérical au Burkina Faso, parce que il s'opposait en griffe aux abus de l'Église catholique, il l'accusait justement de mener une guerre de religion en l'encontre des musulmans et des personnes dites animistes. Mais ça, c'est un autre sujet assez technique et je ne vais pas rentrer dans les détails là. Donc, retenez juste que il a lutté énormément contre l'influence de l'Église catholique et de ses abus. Donc, ce Michel Lajusse-là, dans sa perspective politique, va pousser Maurice Yamégo à contraindre Michel d'Orange à quitter la Haute-Volta en 1962. Donc, on passe de Michel d'Orange en 1957, puissant, qui est ministre de l'Intérieur, qui est député et qui a fait élire de nombreux voltaïques à l'Assemblée territoriale, qui a l'un des partis les plus puissants de la fin des années 50 à Haute-Volta, à Michel d'Orange en 1962, contraint de quitter le Burkina Faso pour des raisons politiques. C'est assez drôle parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle quand même d'un Français qui a été administrateur colonial, qui est expulsé par, du moins sur recommandation, sur incitation d'un autre Français, par entre griffes son filleul, quelqu'un qui l'a mentoré quelque part, qui l'a contribué à propulser en politique. Mais on reviendra plus longuement sur l'histoire de Maurice Yamégo plus tard. Donc Michel d'Orange est contraint à l'exil et il reviendra vivre en France jusqu'à son décès en 86-87 par là à Nice. Mais il sera inhumé finalement au Burkina Faso, en Haute-Volta de l'époque, selon ses vœux, dans la banlieue de Waiouya. Qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de tout ce qu'on a dit sur Michel d'Orange, sur la politique au Burkina Faso, sur sa pensée politique, le d'orangisme? C'est que c'est un Français qui, par un concours de circonstances, s'est épris d'amour et d'amitié pour la Haute-Volta et pour les voltaïques avec lesquels il avait combattu durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est investi dans la politique locale de ce pays, qui a contribué à, on va dire, à fédérer des politiciens autour de lui, des personnes instruites et moins instruites pour militer politiquement pour la dignité humaine, pour la reconnaissance des droits notamment des anciens combattants, des paysans. Il a lutté contre les abus au niveau politique agraire, au niveau des politiques terriennes, contre la féodalité aussi qui était omniprésente à son arrivée en 1945 au Burkina Faso, mais qui au final, peut-être, n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir à la fin au soir de sa vie, en tout cas, par rapport à son investissement politique. Parce qu'il aurait pu faire comme beaucoup d'autres Français à l'époque, juste être un conseiller technique, ne pas se mêler de ces affaires de noirs, on va dire, entre griffes, et rester dans son coin, voilà, et puis prendre son argent en tant que conseiller, et puis, voilà, rentrer en France une fois que les indépendances seraient venues. Mais lui, non, il a décidé de s'investir dans la politique de son pays d'accueil. Et ce que je veux qu'on retienne, en tout cas, de lui, c'est que c'est quelqu'un, en tout cas, qui, très tôt, notamment par rapport à la question des anciens combattants, a été visionnaire parce que ce n'est que dans les années 2000, on va dire, que cette question de la dignité humaine, des conditions de vie des anciens combattants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux qui vivaient dans les ex-colonies françaises, a été vraiment prise en compte. Et là, en 2024, il n'y a que maintenant qu'on commence à parler de massacres coloniaux un peu plus, comme le massacre de Tiaroy, par exemple, dans lequel de nombreux tirailleurs qui réclamaient leur sol, entre griffes, ont été massacrés. Et ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Si vous voulez, faites-le moi savoir en commentaire. Donc, c'est la fin de la vidéo. Voilà. C'était pour vous parler d'un Français qui a eu un parcours quand même plutôt atypique dans une Afrique précoloniale et post-coloniale
un parcours, on va dire, controversé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et si vous avez des anecdotes sur Michel Durand, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et sinon, je vous attends en commentaire pour échanger de façon courtoise sur la vidéo. C'était Christian sur Horizon Africain. Au revoir.